Alors maintenant, on va parler de puissance de matrice inversible et du lien qu'il y a avec les applications linéaires. Alors dans la vidéo précédente que je vous conseille sincèrement d'aller voir si vous ne l'avez pas vu, on avait vu qu'il y avait un lien inextricable entre le produit matriciel et la composition d'applications linéaires. C'est-à-dire que si jamais on prend trois espaces vectoriels de dimension finie avec chacun une base différente, base B pour E, base B' pour F et base B seconde pour G, et qu'on prend deux applications linéaires, petit f qui va de grand E dans grand F et petit g qui va de grand F dans grand G, on peut représenter ça avec un dessin, comme ceci, je pense que vous y êtes familier maintenant. On a bien trois espaces vectoriels et deux applications linéaires qui suivent, et là grâce à F et G, en partant de E et en atterrissant dans G, en fait on est en train de définir l'application G rond F et certainement pas F rond G. Voilà, comme ceci. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'ici c'est G rond F et pas F rond G? Parce que si jamais vous prenez ici un vecteur X, ici vous aurez F de X et là vous aurez G de F de X, c'est-à-dire G rond F de X. Voilà, comme ceci. Tout ça, on l'a déjà vu à la vidéo précédente. Et on avait vu aussi que si jamais on appelait A la matrice représentative de F dans les bases B' B pour grand F et grand E et grand B la matrice représentative de petit g dans les bases B seconde B' de grand G et de grand F, voilà comme ceci, et bien on sait que la matrice représentative de G rond F dans les bases B seconde B seconde est une base de G, B est une base de E, et bien ce sera le produit matriciel de la matrice B par A. La matrice de G rond F, c'est la matrice de G fois la matrice de F. Voilà, alors pour l'instant je ne mets pas toutes les notations un peu pompeuses là, avec toutes les bases qu'on précise bien, mais ce qui est très important d'avoir en tête, c'est qu'à chaque fois on parle bien d'une matrice représentative pour une application linéaire donnée. Par exemple pour F, je dis bien que A c'est une matrice représentative de F, parce qu'ici on a choisi des bases bien particulières. On a choisi B pour E et B' pour F. De la même façon ici, B est une matrice représentative de G parce qu'on a choisi des bases bien particulières, B seconde et B'. En tout cas, ce qui est fondamental, c'est ce lien, ce rapport-là entre G rond F et B fois A. Ça, on l'a déjà vu avant, donc vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, allez voir la vidéo précédente. Or, nous, dans le programme, on n'a pas simplement étudié des applications linéaires quelconques, parce que là, F et G sont des applications linéaires apparemment quelconques. Non, nous, ce qu'on a vu, en plus, ce sont des applications linéaires qui ont certaines propriétés. Et parmi celles-ci, il y a les fameux endomorphismes. Et un endomorphisme, qu'est-ce que c'est? C'est une application linéaire qui part d'un espace vectoriel et qui atterrit dans ce même espace vectoriel. Donc là, à présent, on va supposer que F ici est un endomorphisme de E, notre espace vectoriel de départ. Donc on n'a plus besoin ni de F ni de G. On a simplement besoin de E. Donc F et G, on va les enlever et puis l'application G, elle aussi, elle va disparaître nécessairement puisqu'on va plus en avoir besoin. Néanmoins, retenez bien la logique qui est ici parce qu'on va l'utiliser. C'est parti, là on va travailler exclusivement avec l'espace vectoriel E et avec F qui est un endomorphisme de E. Alors je précise pas que F est un endomorphisme de E dans E puisque par définition, un endomorphisme part d'un espace vectoriel et atterrit justement dans ce même espace vectoriel. Donc là, dire que F est un endomorphisme de E, ça suffit largement. Et donc c'est bien ce qui est représenté sur le petit dessin. F part de E et atterrit dans E. Et F transforme bien tout vecteur X en un vecteur F de X. Jusque-là, toujours rien de nouveau sous le soleil. Mais là, ce qu'on va faire, suivant la logique précédemment citée, et c'est pour cette raison que j'ai bien conservé mon troisième sac à patate ici, c'est que là, on va encore une fois appliquer justement l'endomorphisme F. C'est-à-dire qu'ici, on va encore une fois recopier l'espace vectoriel E. Voilà, comme ceci. On a tout à fait le droit de le faire, puisque F, par définition, est un endomorphisme de E. Il part de E, il atterrit dans E. Et il transforme tous les vecteurs de E en F de ces vecteurs. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Mais évidemment, on va appliquer F justement à ce fameux vecteur F de X, exactement comme tout à l'heure, on avait appliqué G à F de X. Et donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir F de X. Voilà, comme ceci. Et là, quelle application est-ce qu'on est en train de définir? Mais tout simplement F rond F, nécessairement. Exactement comme avant, on avait G rond F. Voilà, si jamais on part de E et qu'on applique F rond F, on atterrit bien sur F de X, puisque, rappel, par définition, F de X, c'est F rond F de X. Et là, maintenant, ce qu'on va introduire, c'est une notation extrêmement importante qu'il faut bien avoir en tête et qu'il ne faut surtout pas confondre avec autre chose. C'est F carré. Et F carré, qu'est-ce que ça désigne? Ça ne désigne certainement pas F fois F, absolument pas. Ça désigne F rond F. F au carré, qui se note comme ça, c'est bien F rond F. F carré désigne une composition et certainement pas une multiplication. Voilà, avec les applications linéaires, ça c'est fondamental de bien l'avoir en tête parce qu'il y a énormément de confusion là-dessus. F au carré, ça n'est certainement pas F fois F, c'est F rond F. On aura de cesse de le répéter. Ça c'est vraiment très important parce que justement, ça fait le lien avec les matrices représentatives des applications linéaires. Et oui, puisque une matrice représentative de F rond F, qu'est-ce que ça va être? Si on nomme A la matrice représentative de F, ici on va avoir A nécessairement, mais pareil ici. Voilà, ici on va
avoir A est là aussi. Et donc la matrice représentative de F dans la base B ici, parce qu'on a choisi de travailler dans la base B, qui au passage est à la fois une base de l'espace vectoriel de départ et une base de l'espace vectoriel d'arrivée, puisque les deux espaces vectoriels sont les mêmes, et ben ça va être A fois A, exactement comme tout à l'heure on avait B fois A, et ben là de la même façon on va avoir A fois A. Attention, bien l'avoir en tête, c'est toujours dans ce sens-là, c'est A fois A. F rond F, c'est celui-là qui s'applique à celui-ci. Donc on obtient A fois A, et A fois A, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr la matrice A au carré. Et là, ça finit quand même bien d'entériner le lien entre la composition des applications linéaires et la multiplication matricielle. Et donc là, très important, ici, on a une matrice au carré, parce qu'ici, on a une multiplication matricielle, alors qu'ici, on a un endomorphisme au carré, et ça, c'est pour une composition d'endomorphisme. Certainement pas de la multiplication d'endomorphisme. Mettez-vous bien ça dans la tête. Mais exactement comme dans la vidéo précédente, on est tout à fait en droit ici de se demander, mais est-ce que ce produit matriciel est licite? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Parce que dans la vidéo précédente, on avait bien vu que certains produits matriciels étaient tout simplement impossibles parce que justement certaines compositions d'applications linéaires étaient impossibles. Alors ici, est-ce que c'est possible de faire A fois A? Eh bien, on va voir. Alors, on va faire un peu de place ici et on va noter B, E1, E2 jusqu'à En. On va dire que E est de dimension n. Alors, c'est parti. La matrice représentative de F dans la base B, qu'est-ce que c'est? Elle se construit en colonne. C'est l'image à chaque fois par F des vecteurs E1, E2 jusqu'à En, puisque ce sont bien les vecteurs de l'espace vectoriel de départ. Voilà, comme ceci, on a bien F de 1, F de 2, etc. jusqu'à F de En. Et là, on a les coordonnées de ces vecteurs en colonne, mais décomposées justement encore une fois dans cette fameuse base B. Encore une fois, puisque c'est encore une base qu'on va utiliser pour l'espace vectoriel d'arrivée, puisque l'espace vectoriel d'arrivée, c'est le même que celui de départ. Donc voilà, chacun de ces vecteurs en colonne est décomposé par rapport à E1, E2, etc. jusqu'à En. Ok. Et donc là, on remarque quelque chose qu'on avait déjà vu dans une vidéo précédente, mais c'est que cette matrice, nécessairement, elle est carrée, obligatoirement, puisque on s'en souvient, le nombre de colonnes, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la dimension de l'espace vectoriel de départ, parce que ici E1, E2, etc. jusqu'à En forment une base de l'espace vectoriel de départ, et puis le nombre de lignes correspond à la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée. Ici, c'est encore E, donc nécessairement, vous avez E1, E2, etc. jusqu'à En. Donc cette matrice-là, elle est carrée, elle appartient à Mn de R. Voilà, pas de problème là-dessus. Mais maintenant, si jamais on fait A fois A, est-ce que c'est possible? Évidemment que oui, parce que si jamais on fait A fois A, on se retrouve face à ce produit-là. Et là, si on applique notre technique avec les fours et les baguettes, à gauche, on a des fours, comme ceci, et ces fours, ils sont bien de taille N, nécessairement parce qu'on a N colonnes, ça c'est F de 1, F de 2, etc. jusqu'à F de En. Et puis ici, on a nos baguettes rangées à la verticale, comme ceci, et ces baguettes, elles ont quelle taille? Elles ont une taille N. Nécessairement, ici, vous avez N coefficients, et donc vos baguettes ont la même taille que vos fours. Et donc, il n'y a pas de problème, ce produit matriciel est totalement licite. Donc ça, c'est un résultat très intéressant. Dès que vous avez un endomorphisme, vous pouvez directement, vous en êtes sûr et certain, le composer par lui-même. Là, on a composé F une fois par lui-même, ça nous a donné F carré. Attention, ça n'est certainement pas F fois F, on le répète encore, mais on pourrait très bien continuer de composer. C'est-à-dire que là, on s'est arrêté ici, mais on pourrait tout à fait continuer, puisque ici, on a E. On peut encore appliquer F, et encore, et encore, et encore, et encore. Et ça, on peut le faire 3, 4, 5, 10, 1000 fois, autant de fois qu'on veut. De façon générale, même on dira K fois. Le dessin qu'il faut avoir en tête, c'est à peu près celui-ci. On a plein de fois l'espace vectoriel E, et F s'applique ici une première fois, une deuxième fois, une troisième, etc., etc., et puis une kème fois. Donc vous voyez, si jamais on prend un vecteur X qui est ici, qu'on lui applique F, on atterrit sur F de X, on réapplique F, on arrive sur F de X, on réapplique F, on a F de X, et on continue comme ça, on continue, et puis à la fin, bien évidemment, on va atterrir sur le vecteur F de F de F de F, etc., 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 de F de X. Donc là, ce qu'on va supposer, c'est qu'on a appliqué à X K fois l'application F. C'est-à-dire que pour partir d'ici et arriver là, on aura fait F, rond F, rond F, etc., rond F, K fois. Voilà, là, c'est bien cette application linéaire qu'on est en train de définir, qui au passage est bien un endomorphisme, puisqu'on part de E et on atterrit dans E, pas de problème. Et donc ça, comment est-ce que ça s'écrit avec les puissances de F? Nous, on sait que F rond F, c'est F carré. C'est certainement pas F fois F, encore une fois. Et donc, suivant cette logique, F rond F, c'est F au cube. Et bien ici, F rond F, etc., rond F, K fois, ça va être F puissance K. Voilà, comme ceci. Or, nous, on sait que la composition entre deux applications linéaire se traduit matriciellement par le produit matriciel, justement. Et si jamais on note A, la matrice représentative de F, dans la base B qu'on a choisie, voilà, je note juste ici en dessous des petits F, et bien la matrice représentative de F, rond F, etc., K fois, ce sera bien sûr A fois, A fois, A fois, A fois, A fois, K fois, et donc on atterrira sur A puissance K. Et donc voilà, et ça c'est super intéressant, parce que ça veut bien dire
que la matrice représentative de f puissance k, c'est bien a puissance k. Mais encore une fois, faites très attention ici, la puissance k ici désigne une puissance de multiplication matricielle, alors que ici, ça désigne un nombre de compositions. En tout cas, voilà un résultat très intéressant. La matrice représentative d'un endomorphisme puissance k, c'est justement la matrice de cet endomorphisme, puisque A, c'est bien la matrice représentative de f, le tout puissance k. Et donc ça, c'est le premier résultat de cette vidéo qu'il faut bien avoir en tête. Voilà, c'est que la matrice représentative de l'endomorphisme f puissance k dans une certaine base B, donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est la matrice représentative de l'endomorphisme qui est ici, l'endomorphisme f puissance k, ok? Et c'est bien la matrice représentative de f dans la base B, ici dans notre exemple, elle s'appelle A, passée à la puissance k. A puissance k, c'est bien la matrice représentative dans la base B de l'endomorphisme f puissance k. Voilà, premier résultat à bien avoir en tête. Mais dans votre programme sur les applications linéaires, vous n'avez pas seulement étudié les endomorphismes, vous avez aussi étudié les isomorphismes. Et ça tombe bien puisque justement, précédemment, on avait parlé des espaces vectoriels isomorphes. Allons donc voir ce qui se passe de ce côté-là. Donc voilà, on va revenir dans un cas que vous connaissez bien, un espace vectoriel E de départ de base B, F un espace vectoriel d'arrivée de base B', mais on impose que la dimension de E soit égale à la dimension de F. Ça, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, ça veut dire que E et F sont isomorphes. Voilà, très important, allez voir la vidéo correspondante si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus. Et enfin, on va définir F, un isomorphisme de E dans F. Un isomorphisme, qu'est-ce que c'est? Rappel, c'est une application linéaire qui part de E qui atterrit dans F, mais qui est bijective. Ça veut dire qu'elle admet une bijection réciproque. Voilà donc nos deux sacs-à-patates, donc nos deux espaces vectoriels, et F, notre application linéaire qui part de E et qui atterrit dans F. Étant donné que F est un isomorphisme, ça veut dire que F-1 existe, c'est-à-dire son application réciproque. Et cette application, notée F-1, nécessairement, elle part de F et elle atterrit dans E. On switch l'espace de départ et d'arrivée pour F-1. Donc là, ça veut dire que si jamais on prend un vecteur x de E, ici on aura f de x, voilà comme ceci. Et si jamais on applique f-1 à f de x, qu'est-ce qui se passe? On retombe sur x nécessairement puisque f-1 et f se neutralisent, elles sont réciproques. Voilà, f-1 de f de x, ça fait x. Mais là, ce qu'on peut remarquer tout de même, c'est que ici, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? f-1 de f de x, qu'est-ce que c'est? Mais c'est une composition d'applications linéaires, c'est bien f-1 rond f de x. Et donc là, avec notre petit dessin, qu'est-ce qu'on peut faire? Au lieu d'avoir un seul espace vectoriel E ici qu'on représente là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le copier-coller, si on veut, ici à droite. Regardez ce que ça va faire. Voilà, pour que ce schéma corresponde à la logique qu'on a utilisée précédemment, on va représenter la chose comme ça. D'abord, f part de E et atterrit dans F, pas de problème là-dessus. Mais f-1, comme on l'a dit, switch l'espace de départ et d'arrivée. C'est-à-dire qu'elle part de F et elle atterrit dans E. Mais le E, je peux très bien le noter ici, ou le noter là. Il n'y a pas de problème, là c'est juste un dessin qui soit ici ou là, ça change absolument rien. La seule chose qu'il faut avoir en tête conceptuellement, c'est que l'application f-1 part de F et atterrit dans E. Et donc on peut très bien représenter f-1 comme ça part bien de F et ça atterrit dans E. C'est juste qu'au lieu que ça tourne comme ça fait un petit ricochet. Bon, et revenons maintenant à cette propriété f-1 de f de x, ça fait x. Avec x, un vecteur de E. Alors représentons cette propriété. D'abord, on a un vecteur x, on lui applique f, on atterrit sur f de x, mais là, on va appliquer f-1 à f de x. Donc ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir f-1 de f de x. Voilà, comme ceci. Mais f-1 de f de x, par définition, ça fait x, puisque f-1 et f se neutralisent par composition. Et donc finalement, le vecteur f-1 de f de x, ça fait tout simplement x. Et donc là, quelle application linéaire est-ce qu'on est en train de définir? Puisqu'ici, on est bien en train de faire de la composition. On est en train de faire f-1 rond f. Et voilà, si jamais vous partez d'un vecteur x ici, que vous appliquez f-1 rond f, vous allez bien atterrir sur ce vecteur-là, f-1 rond f de x, f-1 de f de x. Mais qu'est-ce que ça veut dire que f-1 et f se neutralisent, entre guillemets? Là, comment ça se fait que f-1 de f de x, ça fasse x? Mais c'est tout simplement parce que, et ça c'est du cours, il faut vraiment le savoir, c'est tout simplement parce que f-1 rond f, ça fait l'application identité. Et voilà, f-1 rond f, ça fait l'application identité de l'espace vectoriel E. Parce que là, on voit bien que f-1 rond f part de E et atterrit dans E. Parce que bien évidemment, c'est f qui va d'abord s'appliquer sur un vecteur et que l'espace vectoriel de départ de f, c'est bien E. Donc on part de E et on atterrit dans E. Et on remarque que si jamais on applique f-1 rond f à n'importe quel vecteur x de E, ça nous rebalance exactement ce même vecteur x. Mais ça, c'est exactement ce que fait
l'application identité de E. C'est que à tout vecteur x de E, ça nous rebalance ce même vecteur x. Et donc c'est pour ça que f-1 rond f, ça fait l'application identité. Et c'est là que ça va devenir vraiment extraordinaire. Parce que nous, on sait deux choses. La première, c'est que la composition d'applications linéaires est intrinsèquement liée à la multiplication matricielle. C'est-à-dire qu'une matrice représentative de f-1 rond f dans certaines bases, c'est la multiplication de la matrice représentative de f-1 multipliée par la matrice représentative de f toujours dans ces mêmes bases. Et la deuxième chose qu'on sait, c'est que l'application identité, l'endomorphisme identité à vrai dire, puisque on part de E et on atterrit dans E. Là, tout ce truc-là, là, on part de X, on atterrit sur X, on applique bien donc à X l'application identité. Ok. Et bien cet endomorphisme identité, sa représentation matricielle, on la connaît, c'est justement la matrice identité. Donc finalement, nous avons ce résultat, f-1 rond f est égal à l'endomorphisme identité. Si jamais on note A une matrice représentative de f, voilà comme ceci, et si jamais on note I la matrice identité, voilà cette fameuse matrice avec des zéros partout sauf des 1 sur la diagonale, et bien nous, à quelle égalité est-ce qu'on va arriver au niveau du produit matriciel? Bon, on va recopier juste en dessous, et bien de ce qu'on sait, dans une certaine base, et bien la matrice représentative de f-1 fois A, c'est-à-dire la matrice représentative de f, est égale à la matrice identité. Mais nous, on sait justement par quoi est-ce qu'il faut multiplier A pour pouvoir obtenir la matrice identité. Par définition, qu'est-ce que c'est? Mais c'est justement A-1. C'est A-1 qu'il faudrait qu'on ait ici, parce que A-1 fois A, ça fait la matrice identité. Et donc ça veut dire, on ne va pas faire la démonstration ici, mais ça veut dire, et c'est bien le cas, et soupesez bien le caractère vraiment dingue de ce que ça représente, A-1, c'est la matrice représentative de F-1 dans certaines bases encore une fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est fou, parce que là on a trois résultats extraordinaires en algèbre linéaire. D'abord, on a le lien entre la composition d'applications linéaires et la multiplication matricielle. D'un côté, une logique totalement élémentaire, de l'autre, le produit matriciel, quelque chose d'infiniment complexe. Deuxièmement, on a la représentation matricielle de l'application linéaire identité, qui est bien cette matrice-là. Et ça, c'est une matrice dont la construction est quand même un sacré bijou. Allez voir la vidéo correspondante si vous ne l'avez pas vue. Et troisièmement, la représentation matricielle de f-1, c'est-à-dire de l'application linéaire réciproque de f, c'est l'inverse de la matrice A. C'est l'inverse de la matrice représentative de f. Enfin, là, franchement, ça donne le vertige, quoi, parce que f-1, c'est quoi, là, sur notre petit dessin? C'est simplement l'application, là, qui, entre guillemets, neutralise f. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait le contraire, si vous voulez, de f. Ok, on comprend très bien sur notre petit schéma. Et là, de l'autre côté, c'est même pas que du produit matriciel, là. Là, c'est l'inverse d'une matrice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'inverse d'une matrice, enfin, mais c'est un calcul mais délirant. Avec toute la technique là, que vous connaissez de Gauss-Jordan, là, enfin, c'est complètement délirant que ça fonctionne. Ça fonctionne ce truc. A-1, l'inverse de la matrice A, c'est la matrice représentative de F-1 dans certaines bases. Et ça, cette égalité, quand même, mais elle est... C'est franchement hallucinant, quoi. Encore une fois, on ne fera pas la démonstration ici, on la fera dans un exercice et on va recopier au propre le résultat. Mais quand même, juste avant, pour la petite satisfaction, ici sur notre petit dessin, on peut bien marquer A-1, l'inverse de la matrice A, juste en dessous de F-1, l'application linéaire réciproque de f. Et donc voilà pour le résultat qui est quand même un gras. Là, on va expliquer cette notation. La matrice représentative de f-1 dans les bases B, B'. Alors là, il faut bien avoir en tête le petit dessin, hein. Ici, on a d'abord une base de l'espace vectoriel d'arrivée de f-1, c'est-à-dire B, puisque f-1 atterrit dans E. Et ensuite, on a B', parce qu'ici, c'est une base de l'espace vectoriel de départ de f-1. Or, f-1 part bien de f, ok. Et bien ça, c'est égal, cette matrice représentative de f-1, c'est égal à l'inverse de la matrice de f dans les bases B'. B. D'abord B' parce que petit f atterrit dans grand F, et puis ensuite B parce que f part de E. La matrice de f qui est ici, on l'avait appelée A. Voilà, et donc ce que ce résultat nous dit, c'est que ici, on va avoir A-1. Voilà, et à côté de ça, on a ce fameux résultat, c'est que A-1 fois A est égal à la matrice identité. Merveilleux. Et de l'autre côté, on a f-1 rond f qui est égal à l'endomorphisme identité de E. C'est quand même magnifique. C'est prodigieux. Là, franchement, c'est beau. C'est très beau. Essayez de bien supposer tout ce truc-là. Et franchement, je vous en supplie, n'apprenez pas ça par cœur. Comprenez-le et profitez-en, quoi. Parce que ça, mais c'est beau. Et pour répondre à celles et ceux qui demandent à quoi ça sert de faire des mathématiques dans la vie de tous les jours, certains vous diront que c'est pour vous exercer la cervelle et la logique, etc. C'est vrai, pas de problème. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, pour des résultats comme ça, quoi. Ça, mais c'est beau. Enfin, quand on voit et qu'on comprend le résultat qui est ici, franchement, je ne pense pas qu'on puisse rester de marbre. Ça n'est pas
possible. C'est un résultat d'une profondeur que je vous invite sincèrement à bien sonder.